Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux. Alors avec l'approche d'Halloween, on va revenir sur une saga, on va revenir sur la saga Zombicide, on va balayer rapidement les règles et les petites évolutions qu'il y a eu au fur et à mesure des boîtes. On parlera également socio-financement, mais avant de commencer tout ça, on parlera des réceptions de la semaine. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors d'abord, on va commencer par les réceptions marquantes. Effectivement, Nemesis Lockdown est enfin arrivé en français chez moi. Certains l'attendent toujours, certains l'ont déjà depuis plus d'un mois et demi en version française. Il est enfin arrivé après avoir fait la Pologne, revenu en France et reparti vers la Pologne et revenu encore en France, j'ai enfin mon Lockdown. Bon, on va pouvoir en parler bientôt dans une vidéo qui ne sera pas une vidéo de présentation de Nemesis Lockdown, mais plutôt un comparatif des différences entre Lockdown et la version normale de Nemesis. Si vous voulez les règles de base de Nemesis, je vous rappelle que Stéphane, ici, vous avez fait une très belle présentation. À vous de la suivre et vous pouvez également suivre la superbe partie en 2 épisodes, c'est 2 épisodes je crois, la superbe partie qui avait été faite par Stéphane, Martin et toute l'équipe. Donc, Nemesis Lockdown, bientôt la présentation des différences, on verra ça bientôt sur la chaîne. Petite réception également de Trail Up. Rappelez-vous, c'était un de mes coups de cœur du sociofinancement. Il y a peu, c'était sur Ulule. Un premier projet, un petit projet. L'auteur m'a contacté pour me proposer une copie, tout simplement. Une copie de pré-production. Un jeu qui est rapide à mettre en place, un jeu assez simple dans les règles. Ce n'est même pas un jeu intermédiaire, je dirais qu'il oscille entre le jeu débutant et le jeu intermédiaire. C'est parfait justement dans ce monde de la course à pied, justement pour faire découvrir le jeu de société à certains fans de la course à pied, du trail ou des marches. Un jeu qui est assez rapide à jouer. Je vous ferai une présentation et une présentation également des règles du solo, c'est pour bientôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien voilà, c'est Halloween, vous n'avez pas manqué ça, hein. D'ailleurs, je commence à crever de chaud sous ce chapeau. Donc, je m'étais fait une petite commande dans une boutique en ligne qui s'appelle Donjons, Dragons et Miniatures, une boutique en ligne française. Vous trouverez le lien, d'ailleurs, je vais mettre le logo et le lien en dessous, ici, je vais l'incruster. Et si vous voulez, il y a un lien affilié à Lutin Farceur, effectivement, parce que cette boutique va me suivre un petit peu dans la reconstruction de ma chaîne. Et oui, ma chaîne L'Antre du Lutin, où je veux me réorienter uniquement peinture sur figurine. Donc d'ailleurs, à l'heure où vous voyez cette vidéo, peut-être que vous verrez une nouvelle vidéo sur l'Antre du Lutin pour ceux qui n'osaient pas se lancer dans la peinture sur figurine, mais qui ont plein de figurines en plastique pour leur jeu de société. Donc, je recommence avec une petite vidéo avec 3 techniques de base et justement des techniques que vous allez pouvoir appréhender facilement pour vous lancer et pour démystifier justement la peinture sur figurine. N'hésitez pas à aller regarder ça. Et Donjons, Dragons et Miniatures va m'accompagner pour cela. D'ailleurs, il y a un petit code promo que je vous montrerai, que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Donc, dans ma petite commande pour Halloween, alors déjà, un petit mot, merci Marianne et Jérémy, c'est toujours sympa. Ah oui, c'est ce qu'ils m'avaient mis. Ils m'ont mis un petit cadeau, c'est sympathique. Donc, des petites figurines de jeux de rôle, des petites figurines d'élémentalistes. D'Enchantress plutôt. Et voilà, alors on est parti, on reste dans le thème Halloween avec Tiny Epic Zombies. Oui, alors vous trouverez sur notre chaîne Martin qui avait déjà fait une vidéo de présentation complète de Tiny Epic Zombies. Alors un jeu rapide à mettre en place mais qui n'est pas que vraiment petit. C'est vraiment un gros jeu dans une petite boîte. Je trouve que c'était encore au moment où Tiny Epic restait vraiment encore dans des petites boîtes, rester des petits jeux, malgré tout. Là, il commence à faire à grossir. Vous n'avez qu'à écouter les commentaires sur les derniers, ça devient plus tellement du tiny. Là, ça reste un très très bon jeu. J'ai été accroché par la vidéo de Martin, mais également par une partie que j'ai fait avec des amis. Très très bon jeu, excellent jeu même.
Qu'est-ce que l'on a d'autre dans ma commande? Ah bah dans ma commande, je ne pouvais pas passer outre le mythe de Cthulhu. Et oui, avec du Lovecraft, forcément. Donc 4 tomes d'un jeu qui est prêt, de livres qui s'orientent vers les livres dont vous êtes les héros. Donc je vais tester ça, ça va me permettre de m'y remettre un petit peu. On est reparti dans la lecture. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ah bah là, c'est pas forcément horreur, mais nous avons une belle figurine de Donjon Laser, une figurine d'un beau dragon. Alors un beau dragon comme ça qui pourra trôner, qui pourra peut-être servir justement dans certains de mes jeux de société ou de certains de mes jeux de rôle. Un beau dragon à monter, à peindre. Donjon Laser, toujours une très bonne qualité de figurine. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur Zombicide, la saga. On va reprendre les règles de base rapidement et on verra. Je mettrai peut-être des petits encarts où je vous présenterai les petites évolutions au fur et à mesure des versions qui sont sorties. Allez, petite installation et c'est parti. Alors après une mise en place rapide pour un jeu qui est rapide à expliquer, effectivement des règles très simples que vous avez peut-être déjà entendues dans d'autres Ameritrash, mais là c'est du classique et c'est de l'efficace. Alors qu'est-ce que l'on a? On a déjà un plateau de jeu qui est composé, là j'ai mis juste 2 petits boards pour faire un scénario très facile d'explication, un plateau où effectivement on ne voit pas de cases. Donc déjà c'était une des grandes révolutions de Zombicide, c'était assez sympathique parce qu'on ne voit pas vraiment des cases découpées. Il faut savoir que dans les bâtiments, à chaque fois qu'il y a une pièce, c'est une case particulière, et une fois que l'on est dehors, à chaque fois que l'on passe d'un bord à un autre, ça délimite 2 cases différentes, mais également entre les passages piétons, à chaque fois, c'est une case particulière. Donc c'est vrai que pour l'aspect graphique, c'était rudement bien trouvé déjà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc les personnages là, pour l'instant j'en ai mis 2, c'est pour vous expliquer, sachant que la plupart des zombicides, c'est fait pour 6 personnages, c'est toujours taillé pour 6 personnages les scénarios. Alors il y a eu quelques petites exceptions dans des zombicides, je crois que c'est justement dans Rumorg, qui est la 3e saison du zombicide moderne, où il y avait des scénarios pour 4 personnages, 4 joueurs. Je crois que c'était comme ça. Mais également, dans ce zombicide, dans Rumorg, c'est le seul zombicide où ils ont mis, à ma connaissance en tout cas, où ils ont mis des règles pour faire du PVP. Effectivement, équipe contre équipe, 2 équipes qui ont des objectifs. Et on va essayer d'aller avant l'autre équipe pour réaliser ces objectifs. Mais bon, je vous avoue que j'ai essayé une fois, c'est vraiment pas fameux, on peut oublier ce mode de compétitif. C'est pas terrible du tout, ça reste quand même un jeu purement coopératif. Donc, pour revenir à nos moutons, eh bien, qu'est-ce que nous avons donc? Nous avons des zones de spawn, effectivement. Des zones de spawn que l'on place suivant le scénario. C'est les endroits où apparaîtront à leur tour les zombies. Alors, ça ne change pas beaucoup. Suivant les évolutions, ça n'a pas changé beaucoup. Sauf, justement, je reviens encore sur cette saison 3, effectivement, de la version moderne, sur Rumorg. Effectivement, il y avait des chiffres. Et en fait, lorsque c'était le spawn des zombies, eh bien, s'il y avait par exemple un spawn ici et un spawn ici avec des chiffres différents, on lançait au dé où apparaissaient les zombies. Ça changeait un petit peu justement la tactique, alors que là, vous voyez très bien que basiquement, ils arriveront toujours du même endroit, donc il faudra justement leur bloquer le passage. Bon, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons des pions objectifs parfois qui rapportent des points ou des choses suivant le scénario vont débloquer des petites choses dans le scénario. Donc on ne va pas en parler dans ce scénario de base. Et nous avons une case exit. Et effectivement, ce sera le but pour terminer la mission. Il faudra que tous les personnages se retrouvent ici, dans cette case. Mais par contre, qu'il n'ait pas de zombies dans la case. Ça déclenchera la fin du scénario. Pour les personnages. Alors vous voyez les personnages dans les premiers zombicides, c'était vraiment du basique avec juste une petite feuille cartonnée. C'était quand même pas grand chose et un petit bout de plastique que l'on mettait pour simuler effectivement la montée en puissance, les niveaux. Comment on gagnait en niveau? Eh bien tout simplement à chaque fois que l'on tuait un zombie, on passait d'un cran et à chaque fois qu'on passait un cran de couleur, on pouvait gagner une compétence supplémentaire. Sachant que parfois, effectivement, avec la montée en puissance, on pouvait avoir des choix de compétences pour orienter son personnage. On reviendra tout à l'heure également sur les montées en niveau, car le joueur du plus haut niveau va définir les zombies qui vont spawner, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a 2 cartes en main, effectivement, main gauche, main droite. Nous avons également parfois des armes à 2 mains.
Et nous avons également hop, des cartes qui seront stockées dans le sac à dos. Alors, il faut savoir que dans les premiers zombicides, c'était vraiment de la survie. On partait vraiment, c'était le début des hordes zombies qui arrivaient sur Terre, et on partait avec les moyens du bord. Donc il faut se dire que dans le premier zombicide, on jouait, on partait parfois avec une poêle à frire. Ça s'est perdu un peu au fur et à mesure, il y a eu des montées en puissance qui peuvent être expliquées par exemple entre la saison 1, la saison 2 et la saison 3 du moderne, parce qu'il était expliqué que les personnages, suivant les saisons, ils avaient monté en niveau, ils avaient pris de l'expérience, c'était des survivants de plus en plus aguerris et qui s'étaient fait un inventaire. Donc au fur et à mesure, c'est devenu un petit peu plus de la boucherie avec des armes que l'on trouvait beaucoup plus facilement et des armes de plus en plus puissantes. Alors, déjà, pour vous orienter, suivant ce que vous voulez, peut-être que le premier zombicide sera un bon choix si vous cherchiez un petit peu plus de survie avec un jeu de chat et de souris où vous n'étiez pas trop équipé au début des scénarios et où vous montiez en puissance. Ça, c'était tout l'intérêt du premier zombicide. Mais je vous dis, ça s'est un petit peu perdu pour aller de plus en plus vers la mairie trash, vraiment trash, et vraiment la chasse aux zombies où on détruisait tout. Mais bon, de leur côté, les zombies également montaient en puissance avec des classes qui apparaissaient. Dans les premiers zombicides, nous n'avions juste que des classes de base avec des zombies qui marchaient, des zombies qui couraient, on reviendra à ça tout à l'heure, des gros zombies et un boss généralement. Et au fur et à mesure ont été rajoutés des zombies toxiques, des zombies en armure que l'on ne pouvait pas atteindre avec les armes à distance. Voilà, ça a augmenté au fur et à mesure, et ça, je vous laisserai découvrir ça sur les différents zombicides qui existent. Bon, revenons à nos moutons, effectivement. Donc là, le plateau de joueurs, le plateau de jeu, eh bien, on va commencer simplement. Alors, comment ça se passe? Il faut savoir donc que j'ai mis que 2 personnages, comme je vous ai dit. Généralement, les scénarios sont taillés pour 6 personnages. Donc, en premier, déjà, le premier joueur. Le premier joueur, je vais dire que c'est Belle qui est ici. On a à chaque fois 3 actions possibles. On pourra avoir des actions supplémentaires, ça pourra être des compétences. Par exemple, vous voyez, les 2 personnages ici ont en deuxième compétence qu'ils pourront avoir, une fois qu'ils seront passés dans l'expérience jaune, ils pourront avoir une action supplémentaire, tout simplement. Donc, 3 actions au début. Donc la première action peut être un déplacement. Donc là, vous voyez par exemple, Belle va se déplacer d'une case, parce que on a dit, une case dans une maison, ça peut être tout simplement une pièce, et à l'extérieur, les cases sont délimitées par les passages piétons et les changements de board. Effectivement, ça change beaucoup de choses et c'est sympathique comme tout, parce qu'il n'y avait pas bêtement des cases qui étaient dessinées sur les boards. Ça gardait un aspect visuel qui a été fort sympathique, avec justement ces séparations qui étaient toutes naturelles dans l'esprit graphique de la partie. Donc, je viens de me déplacer de 1, j'ai fait ma première action, j'ai encore 2 actions, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je pourrais essayer de casser la porte. Et oui, il faut se dire qu'à Zombicide, les survivants sont vraiment très bêtes. Il n'y a pas grand-chose à dire, ils ne peuvent pas ouvrir les portes tout bêtement, il faut les casser. Alors ça a changé au fur et à mesure des zombicides. Je vous laisserai découvrir justement dans Night of the Living Dead, la nuit des morts vivants, la version zombicide que je préfère justement, on peut ouvrir et fermer les portes et on peut également les barricader. Effectivement, si on a une fenêtre qui est cassée, si on a une porte qui est cassée, on peut barricader. Mais ça, c'est pas dans tous les zombicides. C'est pour ça que ma préférence va à Night of the Living Dead, parce que je trouve que c'est un zombicide un petit peu plus survie, un petit peu plus défense, effectivement. Bon, dans les premiers zombicides, oubliez ça, vous pouvez uniquement casser les portes. Et une fois qu'elles sont cassées, on ne peut plus les refermer, sauf dans une extension particulière. Voilà, donc mon personnage peut-il casser la porte? Eh bien tout simplement, il est équipé d'une poêle à frire, il ne peut pas casser la porte, il n'y a pas le symbole que Greenlock, l'autre personnage, a avec sa hache, il pourra casser la porte. Donc on oublie déjà cette possibilité. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien je peux, une fois dans mon tour, fouiller une zone. Donc les fouilles ne se font qu'à l'intérieur des bâtiments. Donc je vais fouiller tout simplement dans un deck d'objets. Ah, je viens d'avoir un pistolet, eh bien très bien, il me servira, ma première arme à distance. C'est très bien. Donc on reviendra sur les armes tout à l'heure, je ne vais pas en parler. Voilà, j'ai fait une fouille, je n'ai pas le droit d'en faire une autre. Je me suis déplacé. Ouvrir la porte, il faudrait la casser, je ne peux pas avec mes armes.
Je pourrais monter en voiture s'il y avait une voiture, parce qu'il y a également des règles avec de la voiture. Je pourrais faire un combat, mais les zombies sont loin. Je ne peux pas tirer à travers la porte et ils ne sont pas en ligne de vue. Et je ne suis pas non plus en ligne de vue pour les zombies. Je pourrais faire du bruit, je pourrais activer des objets, ou je peux ne rien faire et l'assumer comme c'est écrit. Eh bien, pour ma troisième action, je ne vais rien faire car je suis bloqué, tout simplement. Ensuite, Greenlock. Greenlock va se déplacer pour 1. Ensuite, puisqu'il a une hache, il va pouvoir ouvrir la porte. Mais avant tout, il va piocher une carte. Voilà, alors, il va faire une fouille. Il fait une fouille et qu'est-ce qu'il a? Il a un fusil à canoncier. C'est très bien, on verra ça plus tard. Et avec son arme, la hache, il va pouvoir casser la porte car il y a ce symbole. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce symbole? Ce symbole signifie qu'on peut casser la porte, mais qu'on va faire du bruit. Et oui, ça va tout changer, il y a une gestion de bruit dans Zombicide. Alors, c'est un gros élément qui est parfois fastidieux, parce qu'on oublie souvent dans Zombicide de mettre les jetons bruit. Donc, avec sa hache, Greenlock va mettre un jeton bruit, parce qu'il va essayer d'ouvrir la porte. Et avec les portes, on revient aussi sur un nouveau changement. Effectivement, il n'était pas écrit dans les premiers manuels de jeu de Zombicide que la porte, on arrivait à la détruire automatiquement. Eh bien, donc, tout le monde le faisait, on détruisait automatiquement les portes. Imaginez, vous êtes avec une hache, vous savez forcément ouvrir une porte. Eh bien, ce n'est pas le cas dans toutes les versions de Zombicide. Donc, je crois que c'est dans les Zombicides médiévaux, justement, que ça a changé. Il fallait tirer des dés comme si c'était un ennemi normal, la porte. Donc là, réussite automatique parce qu'on reste dans les règles de base. Mon personnage peut, avec sa hache, ouvrir la porte. Il l'ouvre après avoir fait du bruit. Voilà, elle sera cassée pour tout le temps. Toujours. Donc, j'ai fait mes 3 actions, je me suis déplacé, j'ai fouillé et j'ai ouvert une porte. Fin de l'action des personnages. Ensuite, ça va être le moment d'activer nos amis les zombies. Donc les zombies, ils ont tous une seule action, sauf des zombies particuliers qui sont des runners, qui sont des zombies qui peuvent courir. Il y a également d'autres zombies qui sont arrivés dans des extensions qui peuvent avoir encore plus d'actions, notamment des chiens zombies. Mais là, pour le moment, on reste sur du classique. Nous avons des petits zombies marcheurs. D'ailleurs, je vais mettre mes personnages comme ça. Vous verrez un peu mieux la différence à la caméra par rapport aux zombies, je pense. Voilà. Donc, j'ai mes zombies marcheurs, ils ont tous une activation. Donc, le premier zombie, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il y a eu du bruit de ce côté. Effectivement, chaque personnage compte comme un pion bruit, puis un bruit qui a été fait pour ouvrir la porte. Donc, le zombie va être attiré par le bruit. Sinon, il serait attiré principalement par un survivant en ligne de vue. S'il y avait eu un survivant en ligne de vue, il serait attiré par ce survivant. Là, ce n'est pas le cas, mais il est attiré par le bruit. Donc, il se déplace de 1. Mon autre zombie se déplace également de 1. S'il y avait eu un personnage dans la même zone, il ne se serait pas déplacé, il aurait d'abord mordu notre personnage. Alors comment ça se passe? Eh bien, le zombie ne lance jamais les dés, il réussit toujours une attaque qui aurait fait perdre un point de vie à mon ami le survivant. Mais là, ce n'était pas le cas, donc il se déplace. Et on passe donc ensuite aux invasions. Effectivement, les zombies ont fait leurs actions. Ils se sont déplacés ou alors ils ont mordu. Et bien maintenant, ils vont pouvoir apparaître. Il y a d'autres hordes qui vont apparaître sur le plateau au point de spawn. Comment ça se passe? Eh bien tout simplement, pour chaque point de spawn, on va retourner une carte. Ah, c'est celle-ci, je me suis trompé. Une carte comme celle-ci. Alors, une carte qui va représenter plusieurs états du jeu, effectivement. Alors, on va prendre du bas vers le haut, parce qu'effectivement, notre personnage qui a le niveau le plus élevé, de toute façon, ils sont tous les deux dans le bleu. Donc, on va prendre la ligne bleue, et on voit, pas bon ça, il y a un seul marcheur qui va apparaître dans la case de spawn, tout simplement. S'il y avait eu du jaune, bah, c'était la même chose, un marcheur. S'il y avait, pour cet exemple-là, du orange, on se retrouvait avec un énorme zombie, un zombie boss, qui a 3 points de vie. 3 points de vie, c'est pas simplement qu'on va pouvoir cumuler des dégâts pour lui faire 3 dégâts, non, c'est qu'il faudra des armes avec des dégâts niveau 3. Et ça, c'est assez compliqué à trouver. Une des seules et la plus connue, c'est le cocktail Molotov. Le cocktail Molotov que l'on pourra soit trouver dans le deck, suivant les scénarios, ou alors en
partie cachée avec des objectifs, ou alors le fabriquer avec une bouteille et de l'essence. Mais celui-là, je le cache, je ne l'ai pas. Donc effectivement, après, on aurait eu, au dernier niveau, on aurait pu mettre jusqu'à 7 marcheurs. Ça aurait été énorme. Vous imaginez très vite que de toute façon, on est submergé. Plus il y a de héros, un héros qui est haut en niveau, donc le niveau rouge, hein, il est quand même ici, hein, il faut avoir tué 43 zombies, hein, c'est quand même pas mal. Plus quelqu'un monte en niveau, plus il va rendre difficile les spawns. Donc justement, les joueurs vont essayer de moyenner un petit peu tout ça, pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui tue tous les zombies et qui monte tout en niveau trop rapidement. Alors, l'invasion, c'est faite. Maintenant, c'est la fin du tour. Qu'est-ce qui se passe? J'enlève simplement les jetons bruit et on peut recommencer le jeu. Alors, on va recommencer un tour pour vous présenter quelques actions particulières, notamment les combats. Donc maintenant, c'est au tour de Greenlock. Greenlock va faire une action, il va se déplacer sur cette case, et il est en contact avec un zombie. Avec le zombie, il est tout simplement ici, c'est une action de corps à corps qu'il peut faire. Comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, on voit que cette arme, par exemple, a une portée de 0, qu'il me faut un seul dé, et que pour réussir, il faut que je fasse 4 ou plus pour réussir à toucher ce zombie. Ça fera des dégâts jusqu'à un niveau 2. Donc j'ai fait 5, donc j'arrive à toucher ce zombie, je lui fais 2 points de dégâts, sachant que les zombies classiques, en fait, n'ont qu'un point de dégâts, n'ont qu'un point de vie. Donc il est tué, je monte en niveau. Voilà, je prends un point d'expérience. C'était ma deuxième action. Ma troisième action, je suis un fou, je me déplace ici. Ce que je peux faire d'autre, eh bien, je peux faire maintenant avec l'autre personnage, je peux faire avec Belle, qui a une capacité spéciale, qui a une action de déplacement gratuite. Elle va se déplacer gratuitement. Ensuite, elle va faire un déplacement pour une action, un deuxième déplacement pour une action, et elle peut désormais taper au corps à corps. Sinon, je l'aurais arrêté ici. Et qu'est-ce qui se passe avec des armes à distance? Eh bien, tout simplement, là, j'ai un pistolet. On voit la portée. Effectivement, le pistolet peut taper de 0 à 1 en portée, avec un seul dé. Pareil, il faut faire 4 ou plus pour un dégât de 1. Donc, je lance les dés, je fais 2, donc j'ai raté. Mais il y a des petites particularités sur les dégâts distance. Si il y avait eu plusieurs zombies, par exemple plusieurs types de zombies, j'aurais mis un zombie coureur, un runner, mais j'aurais également mis un personnage joueur. Et bien là, ça changeait tout. Parce que lorsque l'on est à distance, on ne choisit pas sur qui on tire. Oui, on tire suivant un tableau, c'est l'ordre de priorité des cibles. Alors ce tableau de priorité des cibles a beaucoup changé au fur et à mesure des zombicides. Et c'est un des gros changements, de toute façon tout le monde le faisait, ce changement, vous allez très vite le comprendre. C'est un des très gros changements qui est arrivé dans la nouvelle version du zombicide moderne, la V2 qui est sortie. Tout simplement, c'est que si on tirait à distance dans un endroit où il y avait un survivant, eh bien on touchait automatiquement le survivant, ce qui était un peu moche. Donc vous tiriez forcément sur vos amis, vous aviez une chance pour le faire. Donc les gens, en fait, prenaient un dé et on lançait, et c'est seulement s'il y avait une réussite critique que l'on... Enfin, une défaite critique que l'on faisait le dégât au survivant. Eh bien, dans le nouveau zombicide V2 qui est sorti, cette règle a été mise au goût du jour, et elle est revenue comme la plupart des gens le faisaient. Donc, sinon, après le survivant, il y a toute une liste, un ordre de priorité. Principalement, voilà, je vais retirer le survivant pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, ici, nous avions un marcheur et un runner. Eh bien, lorsque l'on tirait, nous n'avions pas le choix. On tirait d'abord sur un type d'ennemi. Donc là, par exemple, si je prends la liste, c'était d'abord sur le marcheur. Ensuite, on tirait sur le coureur en dernier lieu quasiment. Voilà, donc il y avait toute une série de monstres différents, par exemple les fatigues qui demandent 2 points de dégâts, eh bien on tirait d'abord sur certains et pas sur les autres, ça nous empêchait de choisir. Et là vous voyez bien l'aspect tactique, c'est que on pouvait essayer de tirer, on se disait, eh bien le runner lui il a 2 actions à son tour, donc après il va venir et essayer de me bouffer, donc il faudrait que je lui tire dessus en priorité. Eh bien non, c'est raté, parce que dans l'ordre de priorité, c'est d'abord le zombie marcheur qui prenait les dégâts. Donc c'était à anticiper, les runners il fallait toujours faire attention, effectivement il fallait anticiper pour ça. Alors je ne vous
Je ne vous raconte même pas la liste qui a augmenté avec toutes les extensions qui sont arrivées. Entre les corbeaux, entre les chiens, entre les zombies toxiques, entre les zombies berserkers, il y en a eu pour tout le monde. La liste est énorme si vous mettez toutes les extensions. Et c'est pour ça que je vous dirais que les extensions, c'est pas la peine de se précipiter, parce que déjà avec un jeu de base, voire un deuxième, vu qu'il y a quasiment que des stand-alone, ça suffit largement. Donc, mon personnage a tiré et a raté le zombie. Donc voilà, c'est la fin de son tour. On continue. Bon bah voilà, hein, là vu que j'ai mis des personnages en plus, des zombies en plus, je vais les jouer. Eh bien tout simplement, les zombies vont avancer. Donc le walker, le marcheur va arriver. Le runner arrive ici et vu que c'est un runner, un coureur, il a une deuxième action, il est arrivé ici. Il va pouvoir taper un de mes personnage qui va prendre une blessure. Voilà, donc il va prendre une blessure, qui va prendre des points de vie, et au bout de 2 points de vie, le personnage va mourir. Donc il y a des petits changements comme ça au fur et à mesure des zombicides également. Normalement, on perd un objet, et ensuite on prend une blessure. Il y a également quelques petites choses, par exemple il y a des casques, il y a des boucliers, pour essayer de défausser d'abord les boucliers, c'est ça qui faisait un petit peu fusible pour ne pas prendre un point de blessure tout de suite. Avec les zombicides médiévaux, il y a eu des armures qui sont arrivées. Ça a changé un petit peu la donne. Vous voyez, il y a eu toute une évolution, effectivement, de zombicide dans sa saga. Alors, je vais m'arrêter là parce que les règles, je voulais rester aux règles de base. Et vous voyez qu'il y a eu plein de changements au fur et à mesure. Alors, je vous dirai, quel est le zombicide qui vous conviendrait? Eh bien, tout simplement, moi, celui que je préfère, comme je vous ai dit, c'est Night of the Living Dead. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus survie. En plus, La Nuit des Morts Vivants est quand même un film culte et les scénarios reproduisent parfaitement le film. Je trouve qu'il est beaucoup plus défense. Effectivement, on peut barricader, on peut refermer des portes. Je le trouve très bien pour cela. Après, il y a les ambiances, effectivement. Alors, vous avez autant du zombicide moderne avec les 3 premiers opus, les 3 premières saisons. Dans les 3 premières saisons, il faut se dire que le premier zombicide est vraiment un peu plus survie et qu'au fur et à mesure, on a monté en gamme avec des zombies de plus en plus puissants, mais aussi la possibilité d'avoir des armes plus facilement et de façon plus rapide. Voilà, on démarre directement avec des armes alors qu'on ne commence pas avec une poêle à frire. Après, certains préféreront peut-être le médiéval avec Black Plague et ensuite Green Horde. Très bien Green Horde d'ailleurs qui introduit les trébuchets, par exemple les armes à distance lourdes. Des petites modifications, notamment dans les parties médiévales, il y a également un ennemi supplémentaire, ce sont des nécromants. Et oui, dans le background, dans le gameplay, ils ont rajouté effectivement, les zombies, les morts-vivants ne se relèvent pas tout seuls, ce sont des nécromants qui les font se relever. Donc parfois, on aura des nécromants qui vont être placés à des points de spawn et qui vont aller se déplacer vers le point de spawn le plus proche en faisant apparaître des points de spawn supplémentaires. Si on n'arrive pas à tuer le nécromant sur son chemin avant qu'il aille à un nouveau point de spawn, eh bien tout simplement, le point de spawn qu'il aura fait apparaître, l'espèce de portail, restera jusqu'à la fin de la partie, faisant forcément apparaître de plus en plus de zombies. Donc ça, c'est un très bon twist qui avait été rajouté lors de la partie médiévale. Ensuite, il y a également les zombicides fantastiques science-fiction qui ont été rajoutés. Alors là, je trouvais que ça perdait un peu de son intérêt parce qu'on se retrouvait pas avec des zombies, mais on se retrouvait plutôt avec des espèces d'extraterrestres zombifiés. Bon, déjà, graphiquement, c'était pas ma came, je vous avoue. J'ai été beaucoup moins attiré. Mais par contre, dans les petites modifications qui ont été rajoutées, eh bien forcément, on se retrouve dans l'espace avec la technologie. On peut rajouter des petits robots, on peut rajouter des tourelles. Ça donne son intérêt, sa petite différence. Ensuite, est arrivée effectivement la nouvelle version de la version moderne, avec des petites modifications, notamment sur les spawns, par exemple en bâtiment. Voilà, parce que j'en ai pas parlé des spawns des bâtiments, je reviens rapidement sur le plateau de jeu. Ici, j'aurais pu détruire, par exemple, à mon tour de jeu, le prochain tour de jeu, j'aurais pu détruire ici, hop, une porte. Alors forcément, comme tout à l'heure lorsque j'ai tiré, hein, j'aurais dû rajouter un pion de bruit. Et ici, une fois que l'on ouvrait un bâtiment, il fallait pour chaque pièce
tirer une carte pour faire apparaître des zombies. Mince, elles sont ici. Donc, par exemple, la première, eh bien, je faisais, pour cette pièce-là, je faisais apparaître un zombie. Pour cette pièce-ci, ici, je retournais, je faisais apparaître 0 zombie. Pour cette pièce-ci, je faisais apparaître 2 nouveaux zombies. Et pour la dernière pièce, ici, je faisais apparaître un zombie supplémentaire. Pourquoi ? Je le rappelle, simplement je prenais la dernière case car mes personnages n'étaient pas trop évolués encore. Donc vous voyez, c'était le moyen de faire apparaître les zombies. On ne savait jamais ce qu'il y avait dans un bâtiment. On le découvrait. Parfois, on se disait, oui, mais il me faut de l'équipement, il faut que j'aille fouiller dans des bâtiments. Eh bien, il fallait ouvrir et là, c'était l'horreur. On retrouvait plein de zombies. Donc, au début de partie, forcément, vous vous doutez bien que les zombies sont pas forcément très forts, mais au fur et à mesure qu'on passe en niveau, eh bien, il y a de plus en plus de zombies à l'intérieur. Eh bien, ça a changé dans la version moderne. Effectivement, les zombies apparaissent uniquement dans les zones d'ombre. Effectivement, dans les immeubles, ils apparaîtront uniquement dans les zones d'ombre et non pas dans toutes les pièces. On ne tirera pas au sort de cette matière-là, Donc, c'est un gros changement qui est fort intéressant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, dans la nouvelle version également, mais je le rajouterai. Je le rajouterai en encart. Il y a une autre petite modification, c'est que les portes sont imprimées de base. Elles sont imprimées porte fermée de base. Voilà, tout simplement. Donc, soi-disant, la mise en place plus rapide pour les plateaux de jeu. Je vous avoue que mettre des petits cartons comme ça de porte, c'est pas ce qui fait gagner le plus de temps. Voilà, c'était une revue rapide, peut-être un peu brouillonne parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les zombicides, tellement il y en a eu. J'espère que les petites incrustations et les petits résumés que je vais vous mettre à l'écran vont vous faire un bon résumé des évolutions de la saga. Et maintenant, on va passer sur quoi? Eh bien, on va passer au sociofinancement. D'ailleurs, on va te parler de Cool Mini or Not. Allez, on regarde ça. Alors, le gros poulpe de Lovecraft est de retour chez Cool Mini or Not. C'est l'invité d'honneur d'Halloween avec ce 3e opus, qui n'est pas qu'une extension, mais une extension autonome. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des vrais excellents jeux de cette société, un améritrage parfait dans un monde sombre, peuplé de monstres avec des tentacules et des yeux de partout. Vous êtes un investigateur qui va arrêter des cultistes voulant invoquer de grands anciens tout pas beaux. Oui, rien que du classique, mais très bien réalisé. Jouable de 1 à 5 joueurs pour des parties de 90 minutes, la boîte de base se comprendra 6 épisodes et 2 Elderbox. Alors ces Elderbox sont en fait dans chacune un grand ancien avec des cartes et des mécaniques particulières vous permettant de mixer tout cela avec un scénario pour plus de rejouabilité. Forcément, tout ceci sera compatible avec les saisons précédentes, mais il est à signaler que la campagne ne nous propose qu'une version anglaise. Alors avec un pledge de base à 100$, plus les frais de port, je vous dirai d'attendre pour connaître les stretch goals et vous décider, car c'est hors taxe. Oui, il y a une tonne de figurines, mais des investigateurs surtout, alors attendons de savoir si de grands anciens apparaissent dans les bonus, car c'est vraiment eux qui apportent la rejouabilité. Sinon, pour ceux qui n'ont rien, vous trouverez les 2 opus précédents en français en boutique. Chip Theory Games s'essaie avec un nouveau concept, avec un jeu solo, une nouvelle licence et sans chips de poker. Oui, uniquement des cartes et des dés pour ce jeu solo, pour des parties de 30 minutes. 20 Strong, ce sont les 20 dés fournis pour ce jeu. L'intérêt viendra sûrement pour les fans avec ce système ouvert aux autres licences de Chip Theory Games. Dans cette campagne, vous trouverez en jeu de base une nouvelle licence, Solar Sentinel, mais également un deck Too Many Bones et Victorum pour le all-in. Alors choisissez votre univers, votre héros pour vaincre une succession d'ennemis grâce à des sélections de dés pour en arriver au boss et l'affronter.
Il faut avouer que dans la théorie, rien de vraiment transcendant, du côté de la mécanique du jeu, un petit esprit de One Deck Dungeon. Il est signalé que chaque univers aura des mécaniques propres, alors allez-vous craquer. Le jeu de base avec l'univers de Solar Sentinel est à 30$ US, et le all-in avec les decks Too Many Bones et Victorum est à 65$ US. Jamais un all-in Cheap Theory Games n'aura été si peu cher. Avec une livraison gratuite, oui, c'est l'autre surprise. Forcément, c'est en anglais, mais pour un jeu de ce style, le texte semble limité, et dans les commentaires ont été annoncé que le point sur de possibles localisations sera fait avant la fin de la campagne. Long ago, a pact was made between man and the dwellers of the wood. By the terms of this agreement, men should keep to their villages and paths, scattered through the vast forest like embers of light. Destiny's Witchwood, tout le monde ne sera pas forcément ravi de trouver cette extension en socio-financement, car pour beaucoup, le jeu s'appuie beaucoup trop sur son application et les QR codes. Alors c'est vrai, il ne faut pas le nier, mais un fort succès tout de même pour un beau résultat et des heures de jeu. Cet opus de 1 à 3 joueurs pour des parties de 120 à 150 minutes nécessite le jeu de base et forcément est proposé en français. Alors si le jeu de base vous a séduit, soyez ravis. Pour les autres, une déception peut-être, car il ne faut pas oublier que c'est un jeu compétitif, chose un peu déroutante lorsque l'on parle jeu d'aventure, et parfois certaines parties ont été un peu frustrantes pour certains joueurs. Imaginez, effectivement, on pouvait récupérer certains objets qui bloquaient des quêtes si vous ne les aviez pas, et on ne les passait pas à ses petits copains, donc ça bloquait facilement les scénarios. Alors si vous n'êtes pas allergique aux applications, si vous voulez un jeu avec une vraie immersion, un jeu dans lequel cette extension propose quelques modifications pour ne pas retrouver ces points bloquants, il est peut-être pour vous et rattrape certaines erreurs du jeu de base. Regardez la vidéo de Steve sur la chaîne pour vous faire un avis. Je vais parler à la volée de 3 projets sympathiques de petits éditeurs. Barbarian Kingdoms, je vous en ai déjà parlé de ce jeu de conquête de territoire. Pour 3 à 6 joueurs, pour des durées de parties courtes avec ce style de jeu. Vous trouverez d'ailleurs ma vidéo sur la chaîne. Pour moi, c'est un gros coup de cœur, le jeu est adopté avec son système de pot de vin lors des batailles, un jeu de niveau intermédiaire, très condensé en règles mais avec d'énormes possibilités. Vraiment, ce fut une grosse surprise pour moi. Alors, peu de hasard, un jeu nerveux, bien équilibré malgré d'énormes asymétries, des coups dans le dos, du bluff et un mode de jeu 2 joueurs dévoilé pendant la campagne, à voir sur la page GameFound. Age of Champagne, un jeu que j'estimerais expert dans le monde du champagne, des cépages et vous plonge dans la peau d'un jeune chef de cave, héritier d'un domaine viticole. C'est du compétitif, un jeu euro de programmation et de placement d'ouvriers dans lequel vous pourrez faire des investissements, avoir des cépages différents, optimiser le pressoir, la mise en fût, la vente, l'exportation dans le monde. Un jeu complet et réaliste thématiquement pour un prix de 48 € dans une version spéciale Kickstarter. Merchant of Caranor, découverte cette semaine pour moi de ce jeu mélangeant aventure, quête, voyage, mécanique de commerce avec Merchant of Caranor. Un jeu compétitif dans lequel vous devrez accumuler du prestige en partant à l'aventure, faire des rencontres, développer votre réseau de boutiques et intégrer des guildes. Apparemment beaucoup d'interactions entre les joueurs, je vous invite à suivre la page de sociofinancement. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Et à côté de tout ça, il y a aussi Zoo Tycoon, construisez le meilleur des zoos. Martin en a déjà parlé cette semaine, je vous invite à regarder sa vidéo pour en apprendre plus sur ce jeu qui me semble plus accessible que Ark Nova. Trickshot, la seconde édition nous propose quelques corrections de règles et la possibilité d'avoir les figurines pré-peintes. Alors un jeu qu'il sera peut-être difficile à trouver une fois la campagne terminée, suivez la campagne et votez pour montrer votre intérêt d'une version française. Le dilemme d'une reine, quelques améliorations de système mais un tarif qui divise pour ce nouveau jeu narratif, la suite du dilemme d'un roi. Alors en nouveauté des embranchements d'histoire individuelle de votre personnage, une carte évolutive, mais cela suffira-t-il à faire oublier un prix de base de 130 €?
Tabriz, un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources dans un bazar par l'auteur de Cascadia, avec une version française. Mais bon, pour ce prix, cela ne vaut-il pas le coup d'attendre la sortie boutique? Escape from New York. Alors si vous êtes nostalgique de ce film qui n'a pas forcément bien vieilli, mais qui reste mythique, ce jeu est peut-être pour vous. Faites-vous un avis sur la vidéo de présentation de Martin. Pour ma part, je suis un peu déçu de retrouver des images du film, alors que peut-être que des illustrations auraient été un peu mieux, ça ferait moins kitsch pour un jeu qui ne révolutionne pas vraiment le genre. Mais c'est Snake, quoi. Oathsworn, une réédition, oui, déjà, un jeu qui a remporté un franc succès avec de magnifiques figurines en option. Alors forcément, les prix ont déjà augmenté pour cette nouvelle édition. J'avoue avoir eu un peu peur, avec une réédition si rapide, de revoir les soucis de TIA. Mais non, le public est présent et permet cette réédition. Cosmoctopus, un petit jeu de création de moteur que l'on peut également prendre en print and play pour 7 €. Un jeu qui peut se décliner en solo, compétitif ou coopératif. Si vous êtes séduit, peut-être attendre l'AVF car il y a eu une annonce d'une version boutique par Lucky Duck Games. Et je termine par Hero. Et oui, je vous en avais déjà parlé avec le prototype. J'ai été fortement surpris par le tarif annoncé cette semaine lors du relaunch de cette campagne. Un tarif bien baissé grâce au standy acrylique. Alors je vous invite à voir ma vidéo de présentation et suivre les petites modifications qui ont été apportées. Voilà, un gros épisode avec du vieux du neuf, spécial Halloween, spécial zombicide. Et vous, quel jeu de zombies préférez-vous? Commentez, discutez, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve sur ma chaîne pour de la peinture ou bientôt ici pour la Société des Jeux. Ciao tout le monde!